Donc, bonjour à tous. On va démarrer ce nouveau webinaire consacré au droit de préemption des collectivités pour la préservation de la ressource en eau. Donc, on a le plaisir d'accueillir quatre personnes. Donc, Rodolphe Jarry, qui est mon homologue à l'Adréal Pays de Loire, chargé de mission pollution diffuse. Johan Ledec, qui travaille à la DDTM 49, chargé de mission captage prioritaire. Et puis, deux personnes du CIDEP, je ne sais pas si je prononce bien, David Mandin, son directeur, et Christophe Douget, président. Je vais leur laisser la parole pour présenter comment l'exercice de ce droit de préemption a pu aboutir à la prise d'un arrêté. Et puis, je reprendrai la main peut-être à la fin pour vos questions. Et puis, vous dire merci à tous pour ce nouveau rendez-vous. Je laisse la main, je crois que c'est Johan qui démarre, ou Rodolphe. Oui, quelques mots d'introduction. Donc, bonjour à tous. On va faire une présentation à plusieurs voix. Donc, tout d'abord, un rappel du cadre réglementaire par l'Adréal. Le syndicat ensuite vous présentera un peu son territoire. Et puis ensuite, je reviendrai, je partagerai des informations avec le syndicat sur l'instruction du dossier et un rétexte sur cette instruction. Donc, je laisse la parole à Rodolphe Jarry sur le cadre réglementaire. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si le diaporama est bien partagé. À toutes et à tous, je suis Rodolphe Jarry, chargé de mission pollution diffuse à la DREAL Pays de la Loire. J'ai été en charge en fait de l'élaboration de la stratégie régionale pour les captages et puis maintenant donc j'assure le suivi et l'animation de ces stratégies régionales et j'ai également en charge toute la thématique zone humide et cours d'eau au sein de la division eau et milieu aquatique de la DREAL Pays de la Loire. Voilà, donc en introduction, je souhaitais faire un petit rappel quand même sur l'historique, la genèse de cette nouvelle réglementation hein, qui vient en fait répondre à des attentes des PRPDE, notamment pour la protection de la ressource en eau. Donc la genèse, c'est celle-ci, hein, c'est que suite aux assises de l'eau en fait qui se sont tenues de novembre 2018 à juin 2019, la problématique de la protection de la ressource en eau est ressortie en fait parmi les trois axes majeurs des conclusions de ces assises dont les conclusions ont été établies en juillet 2019. Et donc, c'est de là aussi que proviennent hein, l'instruction du gouvernement du 5 février 2020 qui nous a demandé d'élaborer des stratégies régionales pour les captages prioritaires pour relancer en fait la dynamique pour les captages prioritaires, la protection des captages prioritaires. Et puis, il y a eu cette volonté de pouvoir donner en fait la compétence aux collectivités locales sur l'ensemble de l'emprise de l'aire d'alimentation de captage et non pas seulement sur les périmètres de protection des captages via les DUP. Donc l'origine provient vraiment des assises de l'eau. Et il en est découlé donc une première loi, la loi Engagement et proximité de l'action publique du 27 décembre 2019, qui, elle, instaure pour la première fois, qui élargit ce droit de préemption aux collectivités pour la protection des ressources en eau potable. Mais dans le cadre de l'élaboration du décret d'application et surtout dans sa phase de consultation, il y a eu plusieurs remarques qui pointaient en fait des manques de clarification sur la rédaction. Donc, ce décret en fait n'a jamais été pris. Et puis, on était aussi dans un contexte de très forte pression des représentations agricoles, dont la FNSA notamment, qui étaient donc contre l'ouverture de ce droit de préemption aux collectivités. Donc, il y a eu un travail à nouveau un peu législatif qui a été mené au sein du ministère. Et en fait, le cavalier utilisé a été la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de l'action publique, qu'on appelle la loi 3DS du 21 février 2022. Et c'est à l'intérieur de cette loi que des modifications en fait au code de l'urbanisme
ont été en fait édictées. Et donc, c'est bien ces modifications du Code de l'urbanisme qui permettent donc la mise en œuvre de ce droit de préemption. Et en est découlé donc en septembre 2022 le décret d'application qui vient lui décrire en fait et encadrer ce droit de préemption. Donc il élargit la possibilité de mobiliser le droit de préemption aux syndicats mixtes et aux établissements publics locaux délégataires sur les AAC. Et puis, comme je vous le disais, donc il vient modifier le code de l'urbanisme et également le code général des collectivités territoriales pour pouvoir mettre en œuvre en fait ce droit de préemption. Diapo suivante. Alors, donc en fait, ce nouveau droit de préemption, à qui il s'adresse? Donc comme je viens de le dire, hein, c'est aux collectivités, aux groupements de communes et également aux syndicats mixtes compétents pour la préservation de la qualité de la ressource. Et cette demande, elle doit être réalisée auprès du préfet de département. Euh, on peut se poser la question à quel moment on peut donc mettre en œuvre ce droit de préemption. Donc généralement, en fait, les collectivités ont l'information via les déclarations d'intention d'aliéner de la part des propriétaires lorsqu'ils souhaitent vendre leurs biens. Donc le simple fait de mettre en œuvre le droit de préemption fait que la collectivité devient de fait parmi les personnes à informer à chaque fois qu'il y a une volonté de vendre un bien sur le périmètre concerné par le droit de préemption. Donc les biens qui sont concernés par ce droit de préemption, ce sont les biens à usage agricole qui sont mis en vente. Et donc ça concerne tous les terrains nus agricoles, mais également les bâtiments agricoles et les habitations qui sont liées à l'habitation. Donc on est vraiment sur un panel très large. Et puis la question de l'emprise, en fait, sur quelle emprise le droit de préemption peut être demandé. Donc on est bien sur soit l'ensemble de l'aire d'alimentation de captage ou une partie de l'aire d'alimentation de captage, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur, admettons, la délimitation de la zone de protection de l'aire d'alimentation de captage dans le cadre de la démarche ZDCE ou du diagnostic de vulnérabilité intrinsèque qui a pu déterminer vraiment les zones les plus sensibles à la pollution diffuse. Et donc on n'est pas obligé de reprendre l'intégralité de l'aire d'alimentation de captage, on peut vraiment faire un découpage au sein de cette aire d'alimentation de captage. Et puis il y a aussi également des exemptions qui sont prévues, cette fois-ci un cadre général qui est prévu par le Code rural et de la pêche maritime. Et ce droit de préemption, il vient aussi fixer des priorités, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans dans différents niveaux de droit de préemption déjà existants. Donc celui-ci, en termes de priorité, il prime sur le droit de préemption des SAFER, mais par contre, les droits de préemption de type urbain, donc qui peuvent découler des périmètres de protection de captage, des plans de prévention des risques technologiques, mais aussi les plans de prévention des risques littoraux ou PPRI inondation. Les droits de préemption aussi pour les équipements ou opérations d'aménagement des communes. Et puis également tout ce qu'on appelle les ZAD, les zones d'aménagement différé et des espèces naturelles sensibles. Tous ces droits-là de préemption sont supérieurs en fait aux droits de préemption pour la protection de la ressource. Donc en fait, le droit de préemption pour la protection de la ressource vient s'intercaler entre différents droits de préemption qui existants. Et puis ben, sur la mise en pratique de comment pouvoir bénéficier de ce droit, donc ben, je vais laisser la parole à Johan qui va vous présenter un petit peu la démarche par un exemple concret. Et puis je vous ai juste mis pour terminer la diapo suivante une diapo avec toutes les ressources réglementaires et puis un petit rappel aussi sur une fois qu'on a fait l'acquisition des biens, c'est un rappel aussi sur les modes de gestion. C'est-à-dire qu'il y a trois modes de gestion possibles pour la collectivité une fois qu'elle a fait l'acquisition des biens. C'est soit une mise en location en propre, et là par contre on exige à ce qu'il y ait vraiment des baux ruraux à clause environnementale
pour pérenniser en fait les pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau. Il y a une possibilité aussi de mettre en location, cette fois-ci pas en propre par la collectivité, mais par la SAFER. Donc la même chose, il faut bien rédiger une convention qui permet donc d'assurer que l'usage sera agricole. Et puis même chose, hein, on préconise très fortement qu'il y ait la rédaction de baux ruraux à clause environnementale. Et la troisième possibilité qui s'offre à la collectivité, c'est la rétrocession. Mais là, par contre, c'est un dispositif qu'on ne met pas en avant, ce serait plutôt à éviter. Mais si vraiment il y avait une rétrocession, là, on souhaiterait que le législateur souhaite que des obligations réelles environnementales soient vraiment fixées, cette fois-ci pour assurer la pérennité et la préservation de la ressource en eau, mais cette fois-ci vraiment sur le long terme. Donc c'est vraiment des choses essentielles aussi hein, à avoir sur le mode de gestion, parce que ça faisait vraiment partie en fait des points bloquants lors de la phase de consultation du premier projet de décret. C'était vraiment ces points, ces lacunes-là qui étaient pointées. Donc le législateur a bien réappuyé sur les modalités de gestion des biens acquis. Voilà, je te laisse la parole, Johan, pour le déroulement de la J'avais présentation. peut-être, c'est possible d'interrompre avec une petite Oui? question rapide. Yo de Rider du bassin versant du Couesnon, pourquoi vous ne conseillez pas la rétrocession? J'ai pas trop Euh, bien compris. Parce que enfin, utiliser le droit de préemption, alors c'est pas moi, hein, c'est pas en mon nom, utiliser un droit de préemption, faire une acquisition pour ensuite la rétrocéder, voilà, c'est ce que j'essayais aussi de vous faire comprendre, c'est que cette évolution réglementaire, elle a été très difficile à mener dans un contexte aussi on va dire, de très fortes craintes des représentations agricoles. Et donc l'acceptation, on va dire, sociale, c'était de dire, bon, ben, OK, la PRP2, admettons, peut, on accepte qu'il fasse l'acquisition, mais que c'est plutôt pour rester après en propre, vraiment en lien avec son usage principal, qui est la protection de la ressource en eau. Donc rester vraiment lié, en fait, avec le syndicat et l'initiative du droit de préemption. Après, moi, Très bien. voilà, il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait une rétrocession, ça fait partie des possibilités, mais le point d'alerte au niveau national, c'était quand même d'essayer d'éviter la rétrocession. Ok, merci Rodolphe. Donc, effectivement, nous, à la DDT du Maine-et-Loire, on a reçu une première demande d'instruction de ce droit de préemption sous cette forme, donc premier semestre 2023. Et donc, avant de vous présenter plus formellement l'instruction, je vais laisser la parole au syndicat d'eau afin qu'il puisse présenter son territoire et le syndicat plus généralement. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Christophe Douget, je suis président du SIDAEP Mauche-Gâtine, donc le syndicat interdépartemental de production d'eau potable, donc sur un vaste territoire que vous avez à l'écran. Euh, Plus particulièrement, je suis élu également à la communauté d'agglomération Mauche Communauté, que vous voyez aussi donc au sud-ouest du Maine-et-Loire. Notre syndicat est, comment dire, englobe deux départements, le département de Maine-et-Loire et une partie des Deux-Sèvres. Et nous avons plusieurs collectivités adhérentes, donc Mauche Communauté dont je viens de vous parler, l'agglomération aussi de Cholet, un peu plus au sud du Maine-et-Loire, le syndicat Hauts de l'Anjou, qui est le regroupement, je dirais, des territoires ruraux du Maine-et-Loire, et puis également l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire, ça pour le Maine-et-Loire. Et puis vous avez également sur la partie Deux-Sèvres, la partie verte, là, le SVL, le syndicat du Val-de-Loire de Sèvres. Et donc nous alimentons ces territoires qui représentent en moyenne 200 000 habitants, dire, raccordés. Mais en cas de secours de l'une de nos collectivités membres, on peut aller jusqu'à 350 000 habitants.
Euh, notre production d'eau, nous sommes un syndicat qui ne produit que de l'eau, nous ne distribuons pas. Et notre source de production vient de la Loire. Nous avons deux usines et je vais laisser David, notre directeur, vous présenter le territoire que nous englobons avec ces deux usines. Johan, si tu peux nous mettre la diapo suivante. Donc voilà les ouvrages du CIDEP. En fait, le CIDEP a deux points de production principaux. L'usine de Montjean, que vous voyez à l'ouest, elle est située finalement entre Angers et Nantes. Et l'usine de Saint-Maur à l'est, entre Angers et Tours ou Angers et Saumur. Historiquement, l'usine de Montjean a été construite en premier et c'est le principal point de production du CIDEP. C'est à peu près les trois quarts de la production d'eau et un quart sur le site de Saint-Maur, donc en moyenne 8 millions d'un côté et 3 millions de l'autre, 3 millions de mètres cubes par an. À descendre vers le sud, vous voyez ensuite les réseaux de feeders, puisque le CIDEP est uniquement un syndicat de production et de transfert d'eau potable, hein, avec des stockages de tête. Et finalement, nos points de distribution sont disséminés le long de ces conduites. Et ensuite n'apparaissent pas les réseaux de distribution secondaires, hein, qui sont ceux des adhérents du syndicat. Voilà, donc historiquement, le projet qui va être présenté ensuite par Johan, ça concerne l'installation de Saint-Maur. Donc c'est une usine qui a été mise en service à la fin des années 90. Merci à tous les deux. Donc, voilà, pour revenir maintenant plus formellement sur Excusez-moi, je l'instruction, vous interromps 2 secondes. bien Est-ce sûr. que Charlotte, tu peux accepter? Il y a des gens qui sont dans la salle d'attente à attendre pour se connecter, a priori. C'est fait. Merci. Désolée. Je vous en prie. Donc après cette présentation là, du syndicat, on revient plus formellement sur l'instruction même de la demande que la préfecture de Maine-et-Loire a reçue donc, en 2023. Euh, donc tout d'abord, une instruction de droit de préemption, je dis formellement, conformément au décret, c'est un dossier qui doit comprendre un certain nombre de pièces. Donc c'est la délibération du conseil municipal donc, qui prend la forme d'un procès verbal, un plan qui présente le périmètre du territoire sollicité, peut-être des plans orthophoto ou parcellaires, euh, une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation, et dans le cas présent, j'y reviendrai, le CIDAEP avait une étude récente datant de 2020, une note qui présente le territoire, les pratiques agricoles et les démarches d'animation, actions mises en œuvre et bilan de celles-ci. Euh, Également là, le CIDAEP avait réalisé une étude agro-environnementale récente en 2020 et un argumentaire qui justifie la demande et le périmètre retenu. Donc on a eu nous, des premiers échanges avec le syndicat lors du fin du premier trimestre 2023 et la demande plus officielle a été déposée le 21 juin 2023. Comme vous l'a exposé donc, le CIDEP juste avant, donc, voici la cartographie, donc cette vue aérienne du site de Saint-Maur. Donc, je le redis, ça a été dit par le syndicat, on est entre Saumur et Angers. Donc là, c'est en bord de Loire, en rive gauche. Donc deux premiers puits, les P1 et P2, ont été construits en 1995 et assortis de DUP. Et le P3, construit en 2020 et assorti d'une DUP également. Donc les études récentes donc datent de 2020 lors de la construction de ce dernier puits. Ici, vous trouverez également l'usine d'eau potable, l'usine de Saint-Maur, et donc des périmètres de DUP, périmètre immédiat en rouge, le périmètre de protection rapprochée en bleu, et un petit périmètre de protection éloigné. La demande donc, du syndicat sur ce droit de préemption concerne uniquement le PPR, donc périmètre de protection rapproché, qui est la zone bleutée sur votre écran. Et après, donc, plus formellement, si on regarde un peu plus finement le territoire, c'est une zone en grande partie boisée, comme vous pouvez le constater, avec également des vignobles, des vergers
Et c'est pas forcément trop visible sur ces photos aériennes transmises par le syndicat, mais on a une pente aussi. C'est un territoire qui a des pentes supérieures à 10%. Donc depuis cette usine d'eau potable jusque vers ces puits, donc ce champ captant. Et donc ensuite, on avait aussi des prairies temporaires sur ce territoire. Si du côté syndicat, si vous avez quelques ajouts sur le territoire en lui-même, n'hésitez pas. Oui, c'est ça, Yoann. Il y a à peu près une cinquantaine de mètres de dénivelé entre l'usine et le champ captant qu'on distingue plus en bas, là, les prairies alluviales qui sont des prairies inondables finalement, hein, là où il y a les PPI des puits 1, 2 et 3. Et Ok. l'usine qui est en hauteur dans la partie boisée. Et donc c'est un territoire, la demande en question, c'est 77 hectares. Donc, on vous présente ensuite le déroulé même de la procédure d'instruction. Donc, nous, dans notre département, mais également à l'échelle de la région, c'était le cas en 2023, mais c'est encore le cas aujourd'hui, c'est l'unique demande d'instruction de droit de préemption. Et donc, lorsqu'on a pris connaissance de ce sujet, on a pris la tâche de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie pour savoir si sur le territoire, d'autres départements avaient instruit ce type de droit de préemption. De mémoire, à l'époque, c'était le cas dans le Rhône, mais également dans l'Yonne. Et sur conseil de l'Adréal, mais surtout des échanges qu'on a vus avec la DDT de Lyon, on est parti sur une instruction avec un coportage avec le service de l'urbanisme, étant entendu que le droit de préemption relève en fait, ce régime de droit de préemption relève du code de l'urbanisme, donc ils sont plus à même souvent de réaliser ce type d'instruction. Donc toute cette partie un peu formelle et d'instruction était gérée par le service urbanisme. Également aussi parce que c'était un moyen pour le service urbanisme d'apporter une expertise sur la ressource en eau, et toute la partie ensuite analyse technique, jusqu'à la présentation, j'y reviendrai plus tard en Coderst, était gérée et suivie par le service environnement. On est allé jusqu'à même réaliser avec notre service urbanisme un logigramme sur le partage des tâches, les partages des activités, ce qui nous a permis de travailler de concert et de manière assez raisonnée entre les deux services. Donc on a le dossier qu'on avait reçu, je vous disais, en juin 2023, on l'a déclaré complet 2 mois plus tard, en août. Il manquait à la note agro-environnementale une note qui détaille plus précisément les démarches d'animation, les actions mises en œuvre et le bilan. Et à compter de ce jour, le délai d'instruction par la préfecture de département, donc c'est 6 mois, ce qui nous amenait en février 2024. Donc une fois qu'on entame cette instruction, il y a une demande d'avis simple et non conforme, donc des avis simples obligatoires. On consulte donc les communes qui sont situées sur le territoire, les EPCI, la Chambre régionale d'agriculture, la SAFER, la commission locale de l'eau. Alors, si il y a un sage sur le territoire, en l'occurrence sur cette portion de territoire de la Loire, donc il n'y a pas de sage. Nous, dans notre cas présent, on n'avait pas consulté la clé. Et ensuite, après avoir recueilli tous ces avis simples, on présente ces avis en Coderst. Et à ce stade, la décision préfectorale n'est pas encore rédigée, l'arrêté préfectoral n'est pas présenté en Coderst. L'arrêté préfectoral est écrit ensuite si avis favorable du Coderst. Enfin, c'est un avis simple du Coderst, mais après présentation en Coderst. Et donc l'arrêté préfectoral, lui, institue le droit de préemption en désignant le titulaire du droit, donc en l'occurrence le SIDAEP, le périmètre concerné, donc là c'est le PPR, et les motivations. Et comme tout autre arrêté, il est publié au recueil des actes administratifs et mentionné dans 2 journaux locaux dont les frais sont pris en charge par le bénéficiaire, en l'occurrence le syndicat. Donc l'argumentaire de la demande, la partie qui nous intéresse aussi, c'est
quels sont les différents arguments exposés en fait par le syndicat pour justifier cette demande de droit de préemption? Le premier argument qui vient, c'est cet enjeu de protection de la ressource au regard des pollutions diffuses, étant donné le constat de présence de produits phytosanitaires dans l'eau brute, de produits d'herbicides, mais on a de l'hexamétholachlore, de l'hexaméthazachlore qui étaient retrouvés dans ces eaux brutes, ainsi que ponctuellement de l'AMPA, donc de glyphosate. Et à noter également un site, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, avec des eaux de ruissellement donc, qui proviennent depuis le coteau jusqu'à ce champ captant, avec cette pente, et une perméabilité liée au fait qu'ils sont fondés sur la nappe alluviale de la Loire. Donc, ce sont cette topographie qu'on écrit, donc situation hydrogéologique qu'on peut classer comme défavorable, qui est un des premiers arguments présentés par le syndicat pour faire cette demande de droit de préemption. L'autre argument qui est présenté par le syndicat, c'est de dire on a déjà des arrêtés DUP, donc un premier arrêté en 1995 et un second en 2020, donc sur les trois puits, qui fixent déjà des prescriptions, mais l'idée c'est de pouvoir compléter ces prescriptions, étant donné qu'il est peut-être difficile de le faire appliquer, ces prescriptions, et profitant d'études réalisées récemment lors de derniers arrêtés DUP en 2020, le syndicat était à même de pouvoir profiter, enfin faire fructifier ce travail en faisant une demande de préemption sur le PPR. Je poursuis donc la liste d'arguments présentés par notre syndicat. Donc le CIDEP expliquait, ils ont deux sites d'usines de potabilisation. Un premier qui était donc à Montjean-sur-Loire. Donc je redis, on est là entre Angers et Nantes cette fois-ci, donc en aval d'Angers. Et donc le syndicat disposait déjà d'un droit de préemption sur ce périmètre de protection. Et par un autre régime de droit de préemption, cette fois-ci, c'était la commune de Mauges-sur-Loire qui transférait ce droit de préemption. Et dans le cadre de cette acquisition, un bail environnemental avait été signé, en fin d'année 2023. Donc il y a une volonté dans la présentation du projet du syndicat d'harmoniser ces deux outils fonciers, avec cette volonté derrière de construire, de mettre en place des baux environnementaux sur les deux sites. Et je redonnerai peut-être la main ensuite après au syndicat sur ces sujets. Je présente un dernier argument, donc c'est le souhait aussi, comme je disais, de pérenniser cet outil sur les deux sites pour mettre en place un bail rural à clause environnementale, avec toujours, et c'était précisé ça par le syndicat dans leur demande, d'associer, de travailler en concertation avec la Chambre régionale d'agriculture et la SAFER sur ces sujets. Et il avait été aussi noté par le syndicat que, ça c'est un constat, un manque d'information, c'est la raison pour laquelle il demandait ce droit de préemption, un manque d'information lors des ventes et changements de pratiques au plus près des captages. Donc ça, c'est un rétexte qu'ils ont de leur expérience sur Montjean. Et le syndicat qui ajoute également que ce droit de préemption pourrait faciliter leurs acquisitions, étant donné qu'il n'aurait pas toujours facile de pouvoir se positionner dans l'acquisition de terrains lorsqu'il y a des terrains à la vente. Donc sur ces sujets-ci, je vais peut-être laisser la parole au syndicat qui voudra vous faire un retour d'expérience sur justement Montjean-sur-Loire, où ils ont pu mettre en place un bail à clause environnementale. Je vous laisse la parole. Ouais, merci. Est-ce qu'on pourrait revenir au plan précédent avec les différentes... Voilà, merci. Oui, comme le disait Johan, en fait, le fait déclencheur, pourquoi nous sommes engagés dans les procédures de préemption, c'est d'abord sur Montjean, avant d'aller sur Saint-Maur. Donc, c'est le plan que vous avez à l'écran. Et la propriété qui est la plus à l'est, qui est une ancienne pépinière dont l'activité n'était pas respectueuse de l'environnement, qui était en liquidation. Et on a appris par hasard que les biens étaient en vente.
Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de communication de la SAFER vers nous, il n'y avait pas de communication non plus sur les prétendants à cette acquisition. Et on s'est dit, mais il faut qu'on trouve le moyen d'avoir la main sur le foncier pour pouvoir intervenir dans le périmètre rapproché. Et l'outil immédiat que nous avons trouvé, c'était de se voir confier par la commune de Meaux-sur-Loire le droit de préemption. Ce qui s'est fait en fait très rapidement, parce que vous vous souvenez, on est élu en mars 2020, période Covid, 2000 installé plutôt syndicat en septembre 2020. On a connaissance de ce bien qui est en vente et en fait très vite en 2021, on a le transfert du droit de préemption et le fait d'avoir le droit de préemption, ça a amené la SAFER à communiquer avec nous et donc de pouvoir avoir connaissance de tous les mouvements fonciers. Et donc, nous avons pu acquérir cette parcelle de 12,2 hectares. Et depuis, nous avons acheté en 2023 une autre propriété là, de 9,8 de la manière la plus simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait jouer le droit de préemption, mais le fait de l'avoir a amené la SAFER à discuter avec nous, à travailler aussi avec les professionnels agricoles, à devenir donc propriétaire des terrains, mais de ne pas retirer les terrains de l'activité agricole, mais d'avoir une activité agricole respectueuse des conditions de la DUP et de mettre en place un ou des baux environnementaux. Donc, je vais laisser David expliquer comment on a pu travailler et puis surtout l'évolution de ces terrains depuis nos acquisitions en 2021 et en 2023. Ouais, la particularité de ces trois acquisitions, oui, celle de 2015, celle de 2021 et celle de 2023, c'est que c'était des exploitations qui étaient directement soumises à prescription particulière dans l'arrêté de DUP de protection des captages. Et donc, c'était des exploitants avec qui le syndicat avait contact par moment, mais deux d'entre eux étaient finalement en difficulté financière et en dépôt de bilan, hein. Donc voilà, en 2015, celui qui a été acquis là, vous voyez, bon, il y a eu tout un travail de dépollution du site au passage, hein, il y avait pas mal de déchets, et donc le propriétaire a été accompagné par le syndicat à cette époque, mais sans le droit de préemption à ce moment-là. Pour la zone 2021, bon là ça s'est fait, on en a profité au-delà du bail environnemental. Peut-être vous donner quelques détails de ce que le syndicat met dedans. Donc, c'est toujours des baux qui sont faits devant notaire. Le syndicat a fait le choix d'avoir un tarif réduit pour l'exploitant agricole qui va prendre le bail et également sur une durée beaucoup plus longue qu'un bail classique. Voilà. Les seules clauses qui sont ajoutées, finalement, elles sont assez simples. C'est l'interdiction à l'exploitant d'utiliser des phytosanitaires de synthèse. Il n'est pas forcé de travailler en agriculture biologique ou d'être certifié en tous les cas, mais on va dire qu'il est encouragé à en prendre les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Et puis, on demande également à l'exploitant d'autoriser le syndicat, donc c'est inscrit dans le bail, à venir faire des prospections hydrogéologiques. Donc, certaines de ces parcelles, notamment celles qui sont à l'est, le syndicat est venu faire des piézomètres, des forages d'essai. Et effectivement, oui, à travers les analyses d'eau qui ont été faites sur le brut, on a eu confirmation que le sol était bien pollué. On a des pesticides totaux qui sont supérieurs à 6 microgrammes litres sur cette zone-là. Il s'agit d'une nappe alluviale, donc tous ces sites-là communiquent, hein. Le périmètre de protection rapproché, il a été défini par l'hydrogéologue agréé comme la zone d'appel de 10 jours. Par rapport au puits qui se situe dans la zone jaune, là, vous voyez la zone du périmètre de protection immédiate. Donc avec un phénomène de dilution, puisque l'influence est davantage côté Loire, mais pas seulement. Elle vient aussi par le sud. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur les pratiques qui ont été faites ici. Alors sur l'usine de Montjean, sur l'usine de Saint-Maur, pardon, l'autre usine où la procédure a été mise en place, le syndicat n'a pas encore eu l'occasion de se voir proposer des parcelles à la vente pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous montrer des exemples de Montjean. Vous voyez l'avant-après, effectivement, les terrains
ont récupéré un peu de verdure. Là, ils sont en herbe et puis ça va être des plantations de myrtilles qui vont être faites d'ici quelques mois ou quelques années, en tous les cas, sur ce site-là. Et puis la diapo suivante, c'est un autre exemple. Donc, c'est le site voilà, qui a été acquis en 2015 où c'était des serres, hein, c'était un maraîchage finalement, et en dépôt de bilan avec beaucoup de déchets abandonnés sur place. Donc il y a eu tout un travail de dépollution du site et puis ensuite mise en herbe de l'ensemble par le syndicat. Merci. Euh, donc, pour poursuivre et finaliser l'exercice là, de présentation de l'instruction, je vous expliquais donc il y a un certain nombre de consultations simples qui doivent intervenir. Donc, voici un peu la synthèse des retours de consultation que nous avons eus. Donc, les communes ont été consultées, ainsi que les EPCI. On a eu un seul avis favorable d'une commune, c'est la commune de Brissac. Les autres communes et EPCI n'ont pas répondu, donc absence de réponse valant avis favorable. Pour la Chambre régionale d'agriculture et la SAFER, donc tous deux ont rendu leurs avis. Et j'ajoute qu'en amont, en fait, la DDT de Lyon nous avait déjà transmis leurs avis qu'ils avaient reçus également dans leur instruction. Et donc, on avait déjà un peu un écho des positions que pouvaient tenir les chambres régionales d'agriculture ou la SAFER sur ce type d'enjeu. Donc, la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire sur ce sujet a rendu un avis défavorable, expliquant que un point qui sera repris également par la SAFER, il regrettait pour eux une absence de concertation. C'est-à-dire que la Chambre régionale d'agriculture nous a informé avoir appris cette demande de droit de préemption du syndicat lorsque la DDT les a consultés, et ils auraient souhaité que les syndicats les consultent en amont. In fine, donc, dès qu'ils ont pris connaissance au sujet, la Chambre régionale d'agriculture et la SAFER ont pris la tâche du syndicat. Enfin, il y a eu une réunion tripartite qui a eu lieu afin de pouvoir exposer leurs demandes. Et à l'issue de cet échange, donc, ces deux entités ont pu rendre leur avis. Ce que reproche, enfin, l'autre argument présenté par la Chambre régionale d'agriculture, c'est de dire que l'échelle de traitement de ce sujet est inadéquate. C'est-à-dire qu'on traitait des problématiques de pollution diffuse sur un périmètre un PPR, en l'occurrence de 77 hectares, leur semblait inadapté, au même titre que l'argumentaire qui ferait la corrélation entre les molécules retrouvées et les pratiques agricoles ne ferait pas forcément sens. Donc ces arguments ont ensuite été relayés par la CRA en séance lors du CODERST, et en rappelant leur volonté de plutôt mettre en place une stratégie de reconquête de qualité de l'eau sur ces sujets, et que les problématiques de pollution diffuse ne se traitent pas uniquement à l'échelle d'un PPR. Pour la SAFER n'a pas rendu très clairement un avis ou favorable ou défavorable, donc il y a eu toujours ce sujet aussi d'échange qui a eu lieu entre la SAFER et le syndicat, je relayais avec la CRA. Pour eux, la SAFER, ils disposent déjà d'un droit de préemption, et ce qui était exposé, c'est que cette demande de droit de préemption d'un syndicat était présentée pour eux était comme un doublon administratif, hein, qui pouvait occasionner, qui plus est, une surcharge administrative, y compris pour les notaires, hein, et que le droit est, de leur point de vue, identique à celui de la SAFER, présente la même assiette d'intervention. Alors, en préambule, la DRAF nous expliquait que le droit de préemption, celui-ci, est supérieur au droit de préemption de la SAFER. La SAFER rappelait également que ce sujet foncier reste toujours un sujet, tout sujet foncier rural, un sujet passionnel, et que le taux de rotation des terres étant en moyenne 1,6% par an, il faut attendre en moyenne 60 ans pour envisager un rachat de terres, et que, in fine, cet outil qualifié de coercitif n'est pas adapté et ne permet pas d'avoir des résultats rapides. Donc, voici donc la liste un peu des arguments qui ont été présentés par la SAFER.
En récoltant donc ces avis ensuite ont été représentés tels quels par notre DDT en Coderst, qui donc là je vous disais, la CRA a renouvelé cet avis en séance. La SAFER n'était pas présente et en Coderst, en réponse à l'argument de la Chambre qui disait que les problématiques de pollution diffuse ne se traitent pas à l'échelle d'un PPR, l'ARS soulignait que compte tenu des fragilités de ressources en eau, toute maîtrise foncière sur ces périmètres était la bienvenue et était une réponse à ces sujets. Donc, à la lecture de ces avis, le CODERST a rendu son avis, un avis favorable. Et précision, notre secrétaire général de préfecture nous a demandé, pour d'autres cas d'instruction similaires, de demander une prochaine fois à ce que la SAFER prononce un avis plus clair, c'est-à-dire un avis ou favorable ou défavorable, mais de ne pas émettre un avis entre deux. Donc, et en séance, le SIDAEP également, mais ce qui avait été déjà dit à l'instant, a rappelé lui aussi son intention de poursuivre cette collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la SAFER, si un dernier bail, un bail environnemental pouvait être mis en place. Donc l'arrêté ensuite, très formellement, a été signé dans la foulée en début d'année 2024, donc un petit peu un mois avant la date de fin d'instruction. Et à ce jour, mais là je vais peut-être laisser la parole au syndicat, il n'était pas encore informé d'éventuelles ventes sur ce périmètre de protection. Et avant de redonner la parole dans le syndicat, nous, à l'échelle du département, et on a, à chaque fois, on n'hésite pas à informer les PRPDE, les collectivités, syndicats d'eau, que ce droit de préemption existe et que c'est un outil qui peut leur être utile pour pouvoir agir, protéger cette ressource en eau. On sent les syndicats, les PRPDE intéressés, mais on n'a pas encore eu de demande de préemption, de nouvelles demandes de préemption qui ont été transmises à la DDT. Et je ne crois pas que ce soit le cas non plus à l'échelle de la région, mais peut-être que Rodolphe complétera. Voici donc pour une présentation sur l'instruction même. Je relaisse la main au syndicat si vous vouliez intervenir sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'à ce jour et au moment de la signature, vous n'étiez pas informé de vente sur ce PPR. Oui, on confirme que sur le périmètre de Saint-Maur, donc il n'y a pas eu de sollicitation et d'opportunité de faire jouer sur le droit de préemption ou d'acquisition, notamment parce qu'il y a très peu de propriétaires sur ce périmètre-là, et c'est plutôt des grands propriétaires terriens. Donc, si l'occasion se présentait, je pense que ce serait des belles opportunités, et donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je voulais revenir sur la relation avec Chambre d'agriculture et la SAFER. Il est clair que de prendre le droit de préemption au titre de la préservation de la ressource a perturbé le fonctionnement habituel des droits de préemption et de la gestion du foncier sur des terrains agricoles, comme peuvent le conduire soit la SAFER, soit la Chambre d'agriculture. Néanmoins, dès lors que la collectivité a eu le droit de préemption soit par la voie communale, soit par l'application du décret, le dialogue il est permanent. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on n'a même plus besoin de faire jouer le droit de préemption sur Montjean. La SAFER vient directement vers nous en disant, voilà, je sais qu'il y a un mouvement de foncier, quelles seraient vos intentions? Et ils savent que maintenant, tout terrain qui se libère, nous sommes candidats à l'acquisition. Donc, ça se fait, je dirais, naturellement. Donc, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de confusion. Ils savent qu'on est prioritaire, ils savent que la préservation de la ressource est un enjeu majeur et qui a été reconnu. Et donc, je dirais, ça se fait naturellement. La seule chose pour laquelle on ne rentre pas en ligne de compte, c'est, enfin, on ne prend pas en ligne de compte, c'est le choix du repreneur. Dès lors que le repreneur ou les candidats repreneurs répondent au cahier des charges de la DUP, qu'il soit un propriétaire, un producteur de myrtilles ou un agriculteur en polyculture, élevage, etc.,
on ne se mêle pas des enjeux agricoles. Ça, on s'en écarte de manière à rester que sur la préservation de la ressource. Voilà, ça c'est un enjeu important à rappeler. Et en séance de CODERST, quand la Chambre d'agriculture a exprimé son avis défavorable, ils ont dit, voilà, c'était sur une question de principe, mais qui reconnaissait que les conditions de dialogue étaient enfin, permanentes et se déroulaient dans de très bonnes conditions entre le syndicat d'eau potable et leur délégation départementale de la Chambre régionale d'agriculture. Merci. Merci. Merci à tous les quatre pour le déroulé de ce diaporama très complet. On va passer au temps des questions. Alors, soit je lis les questions du chat, soit vous pouvez lever la main pour que ça soit plus actif, si ça ne vous dérange pas, en les prenant peut-être dans l'ordre. Je pense que Sophie Corbinet-Ponchat de la DDTM 29, la réponse a été donnée. Je pense que c'est un problème de phyto sur le captage. Et les services instructeurs, il y en avait deux, puisqu'on a parlé du service urbanisme et du service environnement. Alors, une Par question contre, d'Albin. Est-ce que, Albin, tu as le Duc de la Dréal Normandie? Est-ce que, Albin, tu as aujourd'hui ton micro? Normalement, oui. Oui, parfait. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Johan, merci beaucoup. Alors moi j'ai loupé le début de la réunion, je tiens à m'en excuser. La simple question que j'avais, plutôt au service instructeur, donc à Johan, c'est si cette procédure d'instruction, elle avait été présentée dans une mission interservice de l'eau et de la nature, si elle est existante dans le 49, et si voilà, les discussions au sein de cette structure-là avaient amené une évolution de la doctrine ou pas. non, effectivement, non, c'était nouveau pour nous. On a échangé plutôt avec la DREAL, et puis donc je disais, peut-être que je sais pas si c'était arrivé à ce moment-là, mais avec la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie pour savoir si sur d'autres territoires, il y avait eu des instructions de ce type et comment ça avait été traité. Et assez rapidement, l'idée d'un coportage avec le service urbanisme est apparue comme presque une évidence, tant pour le service urbanisme que pour nous. Et donc ensuite, nous, on n'a pas présenté ce sujet en misaine, en fait. Mais il y a quand Merci. même une misaine dans le 49. Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Ok, Oui, oui. merci. Ok. Albin, tu verrais un avantage de faire une présentation de ce sujet en misaine? C'est pour ça que tu en parles ou c'est parce que tu t'interrogeais sur la consultation en amont? Euh, J'ai pas tous les éléments pour répondre, Ok, pas de souci. mais c'est pas cadré dans la procédure que cette discussion-là doive passer en misaine. En tout cas, ça a été le cas dans un des départements de Normandie et ça a amené beaucoup de discussions. Euh, et je sais pas si ça. Je suis pas capable, au regard du recul sur mon poste, d'en identifier la plus-value. Et c'est pour ça que je posais la question si dans le 49, il y avait eu un Ok. passage par cette instance-là. Est-ce que, Johan, tu penses qu'il y aurait une plus-value à faire passer en misaine le sujet? Alors, il est possible que mes collègues de la Misaine aient évoqué ce sujet pour informer, mais en tout cas, on n'en avait pas fait un point. Je sais que la parole est assez libre là-dessus et que quand il y a des Misaines, peut-être que ça a été évoqué, mais en tout cas, on n'en a pas fait un point dédié. Alors, est-ce qu'après, c'est nécessaire? À la Misaine participent d'autres services, je pense à l'ARS, et donc on avait déjà en amont, nous travaillé aussi un peu avec l'ARS avant de se présenter en CODERST. C'était au moins le premier intérêt qu'on y voyait en tant qu'interservice. Outre ça, ça ne nous est pas paru nécessaire, ni pour moi, ni pour le service urbanisme. Très bien. On va peut-être prendre la question de Marie-Ève Thibault, si elle peut prendre le micro. Bonjour, donc je suis l'agence de l'OCEM Normandie. Je suis basée à Rouen et donc oui, je m'interrogeais en fait plutôt par rapport au syndicat. Pourquoi est-ce qu'il a fait le choix de déclencher ce droit de préemption AAC, du coup limité au PPR entre guillemets, et donc il aurait pu aussi faire comme ça s'est passé sur Montjean, utiliser le droit de préemption urbain pour la protection de la ressource au niveau de ce périmètre de protection rapproché.
ce qui est beaucoup plus facile, hein, moins contraignant en termes de démarches administratives. Alors, tout d'abord, lorsque sur le site de Montjean, il a été mis en place le droit de préemption, le décret de 2022 n'existait pas, donc il n'y avait que celui urbain qui pouvait être transféré. Et puis, dans le cas de Saint-Maur, on est à cheval sur deux communes, en fait. Donc, ça faisait deux droits de préemption urbains. Et le fait est on avait terminé la démarche de DUP pour la protection des captages. Donc, si vous voulez, l'étude hydrogéole et l'étude agro-environnementale étaient à jour. Et finalement, on voyait que le dossier était quasiment bouclé, quoi. Quand on voit les 5 points qui sont demandés pour le montage du dossier, bon, bah, on se dit que c'était plus simple de passer par ce biais-là, tout simplement. D'accord, ok. Et une autre question, peut-être, j'en profite. Pourquoi juste le PPR? Alors, je me rends pas compte, hein, parce que là, on est quand même sur des captages qui sont en nappe alluviale de la Loire. Donc, on doit avoir une AAC très grande, enfin, j'imagine, une aire d'alimentation assez conséquente. Et du coup, là, vous ne l'avez pas du tout présenté, justement, de voir un peu la taille de l'AAC. Euh, et donc, pourquoi que le PPR? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi d'autres zones ou quelque chose de plus élargi qui aurait été intéressant? Enfin, voilà, c'est comme on n'a pas forcément la visualisation de l'AAC, c'était une question supplémentaire. Alors, l'AAC, si vous voulez, il est même pas forcément défini l'avis de l'hydrogéologue pour la protection des captages, puisqu'il s'agit du D'accord. fleuve de la Loire, donc ce serait beaucoup trop grand. Ok. Là, vous voyez une petite zone à l'est en jaune, là, c'est le périmètre de Oui. protection éloigné. Celui-ci, il n'a pas non plus été ajouté dedans, puisque c'est tout simplement une abbaye classée, hein. C'est une zone construite ici, et que c'est que des terrains bâtis. Donc, ça n'avait pas trop d'intérêt non plus. Et en fait, à l'arrière, au sud du périmètre de protection rapproché, il y a comme une ligne de crête. Vous vous rendez pas très bien compte. Mais en fait, toute cette partie-là surplombe le champ captant qui, lui, est en bord de Loire, et comme on vous disait tout à l'heure, dans la plaine alluviale. Donc, c'était la limite qui paraissait assez cohérente, et c'est celle qui a paru cohérente, en tous les cas, à l'hydro-agréé qui avait mis ses préconisations pour la protection des captages. Donc, ça paraissait assez logique de rester sur ce périmètre-là. D'accord. On prend la question de Stéphanie Yarou. Oui, Oui, bonjour. je- Oui. Bonjour, oui. Ma question portait sur un peu l'étendue de ce droit de préemption, puisqu'on a été confronté à Lorient Agglomération sur une vente, mais d'une grande, enfin, de plusieurs parcelles qui faisaient pratiquement 50 hectares, et on n'avait qu'une toute petite partie en fait de l'AAC qui était incluse dans ces parcelles. Donc la SAFER pouvait faire une préemption, mais que sur les 50 hectares, et donc les élus de Lorient Agglomération n'ont pas souhaité y aller. Du coup, on est passé à côté de cette opportunité. Donc, je voulais savoir voilà, comment ça se passe là avec ce droit de préemption, si du coup on a le droit d'avoir un droit de préemption partiel limité à l'aire d'alimentation de captage. Et puis inversement, ça peut aussi être dans d'autres situations intéressant de préempter sur des parcelles qui sont proches du périmètre pour pouvoir faire des échanges aussi parcellaires avec les agriculteurs. Donc, est-ce que cet outil est vraiment limité au périmètre de protection, ou est-ce qu'on peut l'étendre quand on justifie l'intérêt pour les pratiques du périmètre? Je crois qu'effectivement, oui, l'Adréal, Rodolphe Jarry avait oui. répondu à cet échange en début, mais je vais peut-être te laisser la Ah parole, oui, j'étais Rodolphe. pas là au tout Oui, oui, début, désolé. je vais répondre. Oui. Donc, ce droit de préemption, il est bien lié en fait à un périmètre qui est clairement désigné dans l'arrêté, l'attribution du droit de préemption. Donc, c'est bien la collectivité qui fait la demande pour bénéficier de ce droit de préemption qui détermine l'emprise. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça peut être l'aire d'alimentation de captage dans sa globalité, ça peut être des sous-zonages, ça peut être lié, comme dans le cas présenté, à des périmètres de protection. Et dans le cas que vous évoquiez, s'il y a des parcelles en vente, c'est-à-dire un lot de parcelles qui est en vente par la même personne et dont certaines vont au-delà de ce périmètre sur lequel s'applique le droit de préemption, le vendeur peut demander en fait
à ce que la collectivité qui bénéficie du droit de préemption fasse l'acquisition de l'ensemble. Mais après, c'est vraiment le bénéficiaire du droit de préemption qui accepte ou n'accepte pas. Mais il y a cette possibilité-là. Mais ce serait vraiment là, cette fois-ci, qu'à la demande du propriétaire. Le droit de préemption, sinon, dans le cas classique, ça ne se limite bien qu'aux parcelles comprises dans le périmètre sur lequel le droit de préemption est valable. Alors, Rodolphe, pour éclaircir la réponse, hein, si j'ai une grande parcelle, dont une toute petite partie est seulement sur le périmètre à préempter, dans le cadre de ce droit de préemption, est-ce que le droit de préemption s'applique à l'ensemble de la parcelle? Bah, si on est sur un parcellaire, là, si tu parles de l'emprise cadastrale, oui. Logiquement, on cherche à ce que l'emprise, c'est-à-dire le découpage, comme pour la ZPAC, pour justement faciliter c'est, en fait, c'est la mise en œuvre de l'outil. On cherche à avoir le découpage parcellaire ou île-opaque. Ça simplifie les choses, mais dans le cas que tu cites, c'est-à-dire que le zonage, le périmètre sur lequel s'applique le droit de préemption viendrait intersecter une parcelle cadastrale, l'ensemble de la parcelle cadastrale pourrait bien sûr être, si elle est en vente, c'est bien le bien dans son ensemble, donc ce serait la parcelle cadastrale qui pourrait être soumise à l'acquisition par la collectivité. Très bien, merci bien. On prend Euh, la question Là, d'Aurélie. Ah, je voulais pardon. apporter une précision parce par rapport à la précédente question. On a eu le cas sur la parcelle sur Montjean qu'on a acquise, qui était un ancien pépiniériste. Il y avait trois îlots, dont un seul îlot dans le périmètre de préemption. On a pu échanger avec la SAFER sur cet îlot-là. Il y avait d'autres candidats sur les autres îlots. La SAFER cherchait à avoir la cohérence de pérennité de la reprise par les repreneurs. Mais s'il n'y avait pas eu de candidat, il nous aurait été proposé d'acquérir le reste. Mais nous, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'intérêt, on était vraiment en dehors du périmètre du puits de captage. Merci. Et juste pour compléter, hein, pour Stéphanie, donc c'est le R 181-17 qui explicite du décret, qui explicite ce cas. R 181-17. Merci. Merci, Rodolphe. On peut passer à la question suivante. Aurélie Grimaud. Oui, bonjour. Donc moi, je suis à Concarneau, Carnoy Agglomération, et on se posait la question aussi de mettre de la préemption sur l'ensemble de nos captages. On en a un seul qui est en captage prioritaire avec une étude qui a permis de déterminer l'aire d'alimentation de captage en 2010. Et on a tous nos périmètres de protection où justement on a parlé d'aire d'alimentation de captage aussi, mais il y a des périmètres de protection. Et dans l'instruction de la demande, on demande l'étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation de captage. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il faut refaire une étude? Parce que là, elle date de 2020 pour vous au niveau du CIDAEP, donc c'est récent, donc ça passe plus facilement, je pense. Ou les études hydrogéologiques suffisent, celles des périmètres de protection. Effectivement, dans notre instruction, ce qui a facilité l'exercice, c'est que l'étude était récente. Ouais. Reste à savoir après quel est le niveau d'étude hydrogéologique qu'on a. Il n'y a pas dans les textes quelque chose qui dit qu'il faut que l'étude hydrologique soit Récente. récente ou autre. Enfin, donc c'est à la discrétion du service instructeur. En tout cas, pour nous, ça a été clairement facilitant et y compris pour le syndicat. Reste à savoir si parfois un amendement de note technique à une note hydrologique un peu plus datée peut faire l'affaire. Euh, Moi, ce que j'avais, si je reprends là, les éléments qui apparaissaient déjà dans la première note hydrogéologique donc de 1995, il y avait déjà suffisamment d'éléments. Ouais. Euh, Ça peut être peut-être après à la discrétion du service instructeur en question, mais je pense il n'y a pas lieu de penser qu'il faut absolument une note hydrogéologique la plus récente possible pour le faire. Ouais, ouais, Mais ouais, pour compléter, c'est vraiment en lien en fait avec votre argumentaire en fait que vous allez mettre en avant dans votre demande du droit de préemption si vous estimez
votre étude hydrogéologique actuelle, même si elle est ancienne, mais elle apporte déjà les éléments de compréhension sur la sensibilité en fait du secteur sur Oui. lequel vous souhaitez mettre le périmètre, il y a aucun souci. Ok, c'est pour comme les études agricoles, dans le dossier de demande, c'est pareil, il faut les pratiques agricoles récentes, donc là, ça paraît plus logique. Là, par contre, oui, il faut Ouais, les pratiques actuelles, mais la justification, on va dire, du fonctionnement hydrologique et de la sensibilité, si votre étude se suffit à elle-même pour vous apporter l'argumentaire, il n'y a pas besoin de faire d'études complémentaires. d'accord. Puis après, ça pourrait être une discussion peut-être avec le service instructeur aussi pour la Exactement. suite, quoi. Mm. Ok, ça Nous, marche. service Merci. instructeur, on n'a pas hésité à demander des compléments. Enfin, Ouais, par exemple, il manquait des choses sur le bilan, les démarches d'animation, et ce qui a fait que genre, il y a eu un petit décalage dans la déclaration du dossier complet, la complétude de dossier. Voilà, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est des échanges avec le service instructeur après ça. ok, ça marche. Merci. On prend la question de Simon Castel. Oui, bonjour, le nom correspond pas. Ah, pardon. Ok. Castel, syndicat départemental d'eau potable des Côtes d'Armor. En fait, ma question était la même, je l'ai vue après, Marie-Ève Thibault. Donc, j'ai eu réponse à à mes Parfait. questions, hein. Ça portait justement sur le droit de préemption urbain qui me semble plus facile à comment à instituer plutôt que l'autre, plutôt que mettre en place le droit de préemption sur les aires d'alimentation des captages, surtout quand il n'y a pas d'aire d'alimentation des captages qui a été redéfinie. Voilà, mais vous avez pu répondre au questionnement. Donc, pour moi, je pense que ce droit de préemption a un intérêt sur justement les aires d'alimentation des captages, parce que sur les périmètres de protection, le droit de préemption urbain me semble quand même beaucoup plus simple à mettre en place, quoi. Donc, sur les eaux de surface, par exemple, oui. Mais sur les eaux, ou sur les petits périmètres, je pense que le droit de préemption urbain est en effet plus simple. Mais bon, là, vous étiez à cheval sur plusieurs communes, donc vous avez répondu voilà, à l'interrogation tout à l'heure. Donc, Ok. voilà, si juste comme j'ai la main, Oui, oui, vous avez pu instituer justement comment mettre en œuvre là, ce droit de préemption depuis l'année dernière, parce que ça fait à peu près 1 an maintenant que vous avez l'arrêté, du coup. Oui, alors, le syndicat a dû répondre sur ce sujet, je crois. oui. Je vous laisse répondre à nouveau si vous voulez. Sur Saint-Maur, on n'a pas eu de sollicitation. Ce que je disais tout à l'heure, on a très peu de propriétaires, donc je pense que les opportunités, quand elles se présenteront, ce sera vraiment sur des grandes surfaces. Et par contre, sur Montjean, on n'a pas fait jouer le droit de préemption, mais il nous sert de pression pour pouvoir devenir propriétaire des terrains qui font l'objet de mouvements de propriété. D'accord. En fait, on se rend compte vraiment là à l'échelle régionale que c'est, enfin régionale mais aussi nationale, que c'est vraiment ça en fait. Comme l'indiquait le syndicat, en fait, il y avait un manque de communication des opérateurs du foncier, d'informer les collectivités sur des mouvements potentiels de terre et le simple fait d'activer ce droit de préemption contribue en fait à remettre de l'huile dans les rouages et de la communication et permet de remettre un peu toutes les choses dans l'ordre et que les collectivités puissent nouer un contact et faciliter aussi parfois des échanges ou des acquisitions. Le simple fait d'avoir mis en œuvre le droit de préemption. D'accord, parce que en fait, vous disiez qu'il y avait une problématique phyto dans l'eau brute. Est-ce que depuis, justement, vous avez pu discuter ou mettre en place de l'animation agricole avec les exploitants pour un peu les motiver à respecter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les DUP, mais à respecter les prescriptions qui visiblement ne sont pas respectées sur la partie phyto? Oui, en l'occurrence, c'était la zone, vous vous souvenez, il y avait des photos tout à l'heure des avant-après. C'était sur cette zone-là où on a fait des piézomètres et des forages d'essai. Donc, à la fois, c'était une estimation du potentiel ressources
quantitatif, mais également qualitatif. Voilà. Sur cette parcelle-là, il y a eu 5 piézomètres qui ont été forés. Et donc, les bilans ont été faits il y a 2 ans. Donc voilà, les piézos, on en a gardé 3 en service. Il y en a d'autres qui ont été rebouchés. Et on pourra refaire un bilan d'ici un an ou deux, certainement, pour voir l'évolution. Mais ça, c'est bien des parcelles sur lesquelles il y a un bail environnemental maintenant. Donc, en tous les cas, il n'y a plus d'apport de surface de produits phyto de synthèse. On va peut-être prendre une dernière question, que le temps file. Charles David. Oui, bonjour. Ah, il y a Du aussi coup, ouais, Thomas Eric. Alors, on va voir Ah, si on a le temps. Charles ouais, David. c'est bon. Donc, Charles David, syndicat mixte de l'Orne dans le Finistère. Nous, en fait, on a fait une demande d'instauration de droit de préemption en juin 2023. Demande qui est restée sans réponse à ce jour, mais une demande qui est un peu particulière. C'est qu'aujourd'hui, on a l'objectif de rouvrir, enfin, d'ouvrir une prise d'eau en eau superficielle à moyen terme, là, d'ici quelques années. Donc on n'a pas de périmètre de protection en place aujourd'hui, mais on souhaite anticiper. On sait que le foncier, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, c'est un travail de long terme. Et donc on souhaite anticiper cette mise en place de périmètre de protection de captage en faisant d'acquisition foncière d'ores et déjà. On a eu des candidatures qui ont été refusées par la SAFER parce qu'on n'avait pas de périmètre de protection défini. Et donc, on s'est dit que l'instauration d'un droit de préemption pourrait permettre de contourner un peu cette difficulté. Et puis, je rejoins aussi la question qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais pas si on a eu totalement la réponse. C'est peut-être aussi dans l'idée de créer des réserves foncières pour pouvoir faire de l'échange foncier enfin voilà, dans le cadre de la mise en place du périmètre de protection de captage. Donc voilà, donc c'est pas vu des services qui ont déjà instruit une première demande. Est-ce que ce type de demande-là paraît recevable? Voilà, nous en fait on va relancer la DDTM là, incessamment sous peu là pour essayer d'avancer sur le sujet. Mais voilà, est-ce que ça vous semble rentrer dans le cadre déjà réglementaire existant? Voilà. Pour bien comprendre, c'est la DDTM qui ne vous donne pas réponse à ce sujet, Ouais, mais c'est ça. qui vous expose des arguments. La DDTM n'est pas présente, du coup, je sais pas. Non, 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 ils ont absolument pas répondu. Donc en fait, voilà, on a eu zéro retour, quoi, même pas de demande d'information, de compléter ou d'argumenter différemment. Voilà, donc on va relancer. Mais voilà, je voulais avoir un petit peu votre ressenti déjà par rapport à ça. Ouais. Et pour, Assez vite, nous, on a réussi à créer ce lien avec le syndicat et enfin, il s'agit sans prendre parti ou sur le sujet, mais c'est qu'on a partagé en fait le, le, le souhait de ce syndicat d'avoir un droit de préemption. Donc là, je ne pourrais pas me prononcer à la place de la DTM pour comprendre les Bien raisons pour sûr. lesquelles le contexte. Enfin, je ne peux que après, vous inviter à réinsister, si je puis dire, et en tout cas au moins obtenir une réponse, hein, étant donné que vous êtes dans votre droit et que réglementairement, vous pouvez. Donc je ne sais, je n'oserais pas me prononcer à la place de la DDTM sur les raisons pour lesquelles c'est refusé, quoi. C'est pas, il n'y a pas de suite, hein. Mais, Si je ouais, comprends par contre, bien sur quand le même, fond, mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le PPC n'est pas instauré. Donc, dans le dossier, il faut présenter des limites c'est pas, territoriales, hein, mais pour On a instaurer demandé ce sur la droit. AC en fait. Et il On a n'y a c'est demandé pas pas sur de... la gênant. AC Enfin, là. il y a aucun souci. C'est pas parce qu'il n'y a pas de PPC que vous pouvez pas faire Mm. une demande de droit d'activation du droit de préemption. Ce que souhaite comprendre, c'est que il y a quand même bien déjà un ouvrage exploité. Il y a eu, en fait, il est suspendu, c'est un captage prioritaire, c'est une prise d'eau qui a été suspendue dans le cadre du contentieux nitrate, donc en 2007. Et là, en fait, on retrouve une conformité en eau brute. Et donc, on se projette, sachant que la prise d'eau va être déplacée, en fait. Donc là, on est en train de faire l'étude pour définir le futur emplacement de la prise d'eau. Et à partir de là, on pourra en découler une procédure d'instauration de périmètre. Mais en fait, voilà, tout ça prend quand même pas mal de temps. Et donc, on veut anticiper et éventuellement, voilà, pouvoir bénéficier de ce droit de préemption en amont, quoi. Donc, si c'était vraiment une remise en service de l'ouvrage existant, c'est-à-dire que là, vous êtes sur un périmètre, enfin, sur un captage prioritaire, donc vous avez obligatoirement la connaissance de l'AAC, donc là, ça Mm. poserait aucun problème. Si vous êtes sur un déplacement de l'ouvrage, après, je ne sais pas dans quelle mesure, mais
techniquement, enfin, est-ce que ça remettra en cause la délimitation de l'aire d'administration de captage? C'est-à-dire, est-ce que vous allez être dans la même source qui va être mobilisée? Est-ce que vous allez être dans les mêmes types de sols? Est-ce que vous êtes à proximité immédiate de l'ouvrage précédent ou pas? Sinon, ça nécessiterait à nouveau une délimitation de l'AAC préalable, une étude hydrogéologique, avant de faire la demande en bonne et due forme. D'accord. Mais Ok, actuellement, merci. votre captage prioritaire, il peut bénéficier de ce droit de préemption. Excusez-moi, j'aurais une question ça me fait rebondir sur ce que vient de dire le collègue. Est-ce qu'un arrêté DUP de protection de captage peut être dans une procédure commune avec la mise en place du droit de préemption? Tout comme pour les DUP de protection de captage, on fait souvent une procédure commune avec l'autorisation d'exploiter. Vous voyez ce que je veux dire? D'en faire un seul et même arrêté finalement avec les deux Non, là, on procédures. est vraiment le code, enfin, Pas différent. la réglementation ne le prévoit pas dans le cadre, comme vous dites, DUP plus la procédure d'autorisation d'exploitation, elle est vraiment prévue comme ça par les textes. Là, non, on est sur du code de l'urbanisme qui est complètement différent du code de la santé publique. C'est bien l'entrée code de l'urbanisme. Donc, elles peuvent être menées en parallèle, mais ce ne sera pas une simplification de manière conjointe. Alors, peut-être que le temps tourne, il y a peut-être des questions encore dans le chat. Je veux juste conclure en disant que on a abordé ce droit de préemption et qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de bien à faire avec des outils du foncier, hein, que ce soit les baux ruraux ou les obligations réelles environnementales. C'est pour ça qu'avec Rodolphe donc de l'Adréal Pays de Loire, on s'est rapproché pour vous présenter une proposition conjointe de faire une formation sur ces outils du foncier. Elle sera faite à Nantes, en principe, s'il y a assez de candidats, et aujourd'hui c'est un petit peu juste, le 17 juin prochain, et le 30 septembre à Rennes. Et là, ça sera sur l'écriture des ORE. Pareil, hein, si des candidatures peuvent tomber aujourd'hui pour augmenter le nombre de candidats, ça serait parfait. Et puis le 1er, 2, 3 octobre, pareil avec la Adréal Normandie et Adréal Pays de Loire, on propose aussi 3 journées de formation. Et sur ces 3 journées, il y aura une demi-journée consacrée aussi à différents outils, dont les outils du foncier, puisqu'il y a un lien fort à faire avec le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que certains qui sont présents encore, il y en a certains qui nous ont quittés, ont encore des questions voilà, à poser et qui seraient frustrés de ne pas avoir les avoir posées? Sinon, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. J'ai mis mon mail dans le chat. Et si vous voulez faire partie du réseau pour être invité au webinaire, n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos mails, hein, pour que je puisse vous rajouter. Voilà, je pense qu'on a vraiment débordé aujourd'hui, mais le sujet a été intéressant et touchait pas mal de gens en Bretagne qui cherchent aussi à exercer le droit de préemption. Merci pour l'exemple du département des Maine-et-Loire, hein, qui était intéressant puisque vous avez mené enfin, jusqu'au bout, hein, puisque vous avez pris l'arrêté. Merci à tous, hein. J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être voir le sujet en pratique avec peut-être des parcelles acquises dans les prochains mois ou prochaines années. Merci Rodolphe, merci Johan, merci au président du SIDAEP et merci à tous ceux qui se sont connectés. Et puis, eh bien, un prochain rendez-vous, c'est le 24 mai. Le sujet, c'est les MAEC portés par la DRAF et portés par la région. Je vous souhaite à tous une bonne journée.